Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Coin Lecture. Ça y est, j'ai choisi un nom à l'émission, c'est Coin Lecture, c'est ma chérie qui a eu l'idée. Ma chérie qui nous rejoindra, comme vous pouvez le voir, il y a une chaise, cette chaise sera bientôt pleine, qui nous rejoindra pour parler de la deuxième... comment Ça commence bien. Tais-toi! J'ai passé la plupart du mois à lire la saga de la passe miroir de Christelle Dabos. Ou est-ce Dabo? Non, c'est Dabos, je ne sais pas. Mais j'ai aussi lu, comme toujours, comme tous les mois, le livre de l'un d'entre vous. En l'occurrence, c'est un recueil de nouvelles, les nouvelles de l'Outre-Monde de Léo Lacroix. Bon, on va commencer par ça, je lui ai mis C+. Il y a 6 nouvelles. Il y en a 2 qui seraient au niveau de B, quoi. Niveau B, peut-être B-, peut-être juste B. Une qui est très mignonne et qui est vraiment très très courte. Il y a Rosa 1, Lazarus Park, L'air du bois moyen, Rosa 2, Le bourg, Le Malaville. Voilà, ça c'est les 6 nouvelles de ce recueil. Rosa 2 est vraiment très mignonne. Celle-là, je pense que je lui aurais mis un B si ça avait été juste une histoire, voilà. Le bourg, à mon avis, c'est la nouvelle qui a justifié la création du truc, parce que les 4 autres sont moins bonnes, voire même assez peu inspirées, si je veux être tout à fait honnête. Si vous avez l'occasion de vous le fournir, lisez Rosa 2, à mon avis, ça vous donnera une idée, et de la plume de l'auteur, qui est, j'allais dire, qui est un peu lourde. Elle est lourde par rapport à Christelle Dabos que j'ai mangé pendant tout le mois, mais Christelle Dabos c'est vraiment une écriture très élégante, on va y revenir. J'ai trouvé son style un peu lourdingue, un peu trop de références, tu sais, de références culturelles. Avengers, Game of Thrones, Lara Croft, machin truc. Ça ancre vraiment trop le roman dans une espèce de temporalité qui l'handicape. Pour un truc qui s'appelle Les Nouvelles de l'Outre-Miroir, il est très terrestre. Soirée en boîte de nuit, et vas-y que du coup c'est malade parce que ça picole trop, et que ça trompe sa femme, et que ça... Voilà, c'est un peu trop bleu. Mais il y a une nouvelle que je trouve très mignonne, et une nouvelle qui a du potentiel, qui aurait pu être un roman. Je pense que si tu voulais explorer un peu plus la vie de Julian Krabser, c'est dommage à Krabser. Il y aurait moyen d'explorer un peu ça, je pense. Voilà, ça c'était mon avis pour les nouvelles de l'Outre-Miroir. Et nous allons donc passer au cœur, je dirais, au cœur de la meule. Voilà. Ouais, voilà, je vous demande d'applaudir un triomphe d'applaudissements pour Camille. Ah, merci, c'est trop. Quel public génial. Pardon. J'ai pris une pastille à l'amande, comme ça je sens bon de la bouche. C'est important, parce que moi je vous respecte pas du tout, je pue de la gueule dans toutes mes vidéos, mais vous pouvez pas le savoir. Je le tiens beaucoup mieux que toi. Bah vas-y, je t'en prie, fais la saga de la passe miroir, tome 1, les fiancés de l'hiver. Si on fait le truc à deux, c'est parce que la saga a un large public très dévoué, et moi je suis moyennement rentré dans la saga, et du coup je trouvais ça dommage de pas vous donner, que vous ayez pas l'avis de quelqu'un qui est rentré beaucoup plus. Oui. Voilà. C'est un peu de ma faute d'ailleurs si tu les as lus, je pense que j'ai suffisamment lourdement insisté. T'as pas eu à insister beaucoup pour que je poursuive la lecture. Est-ce que tu veux résumer le premier livre, mon cœur? On va résumer sans spoiler, parce que comme il y a pas mal d'entre vous qui ne l'ont pas encore lu, il y en a qui vont dire oui, bah dans ces cas-là, ceux qui veulent pas être spoilés, ils ont qu'à pas regarder la vidéo, mais le but ça va être surtout de donner envie de le lire. C'est un univers fantastique, ça se passe dans un monde qui a vécu une déchirure, le monde est constitué d'arches qui gravitent autour d'un noyau. Tu veux pas aller chercher le résumé que t'as déjà écrit, comme ça moi je... Non, je suis capable de résumer... Ouais, mais parce que j'affiche le résumé en même temps que tu le fais, et du coup, c'est bien de l'avoir écrit. T'as pas regardé le dernier coin lecture? Je fais ça maintenant. Je regarde jamais tes vidéos. Ok. Ah. Bah je t'en prie, fais, vas-y, résume. Et donc dans ce monde déchiré et avec des arcs sur lesquels les gens vivent, dirigés par des esprits de famille qui sont en fait des entités immortelles avec des pouvoirs, qui transmettent ces pouvoirs à leur descendance, et donc on retrouve le personnage principal qui est donc Ophélie, qui est une jeune fille qui vit sur l'arche d'Anima et qui a comme pouvoir d'animer les objets, de lire leur histoire avec ses mains et de passer les miroirs, dont le titre judicieux de la saga de la passe miroir. Voilà. Et donc cette jeune fille est... En fait, les miroirs lui servent de portail, elle peut rentrer dans un miroir et ressortir par un autre miroir. À partir du moment où elle s'est reflétée dedans. Elle est promise en mariage à un type d'une autre arche. Le pôle. Le pôle. Et le pôle, ça a l'air aussi drôle que c'est, voilà. C'est le pôle. Donc elle est promise en mariage à un type, et c'est quelque chose qui se fait assez rarement, et donc ça lance une première intrigue du pourquoi elle a été choisie pour ce gars-là, et qu'est-ce qui va se passer dans sa vie maintenant sur cette autre arche. Pas facile à dire. Non. Donc on suit voilà les aventures dans son premier tome où on découvre vraiment l'univers qui est en toute objectivité fantastiquement fabuleux. Je lui ai mis B-, personnellement. Je suis pas fan, j'ai pas été transporté, je me suis pas rentré dedans complètement. Mais objectivement, il est bien écrit, déjà. Objectivement, il y a un style qui est très élégant, très fluide. L'auteur sait vraiment insuffler de la vie à ses personnages. Les personnages sont très bien définis dès le départ. T'as vraiment l'impression de regarder un dessin animé. Les personnages sont
un peu sont caricaturaux, mais pas caricaturaux genre facile à écrire, caricaturaux genre les traits sont tu peux pas te tromper quoi. T'as pas tort sur le fait que ce soit assez plus proche d'un dessin animé, parce que j'ai mis beaucoup de temps à me dire si ça devait être adapté en série ou en film, qui je verrais dans les rôles de qui. Et Alexis me disait à juste titre, mais en fait ce serait plus facile à animer parce que ça ressemble plus à des personnages, un mélange entre du Burton et du Miyazaki. Ça prend beaucoup collerait, oui, tout de suite. Ça prend beaucoup de Miyazaki. Je me suis fait la réflexion pendant toute la saga. Je pense pas que ce soit la seule influence, je pense qu'il y en a non, bien sûr, c'est son univers à elle. Ouais. Mais d'emblée, si vous aimez les films de Miyazaki, si vous aimez l'ambiance Ghibli d'une façon générale, vous allez très probablement beaucoup aimer ces bouquins-là parce qu'il y a... Vous allez voir, il y a plusieurs parallèles à faire. Toi, tu disais que les personnages étaient bien développés. Moi, je trouve que l'univers même, le monde en lui-même est très développé. Enfin, moi, j'ai été vraiment très rapidement en immersion dans l'univers. C'est ce qui fait que dès les premiers chapitres du premier tome, je me suis dit, ok, c'est un univers qui me plaît, je suis dedans, il n'y a pas de souci, je le visualise, les personnages me plaisent. Ça a pris tout de suite, quoi. Ça a été le truc qui a fait que je suis difficilement rentré dedans au début. J'ai pas arrêté d'écrire dans mes notes qui sont disponibles dans la description. Les 300 premières pages, je me suis ennuyé, je me suis vraiment accroché parce que je savais qu'il y avait une fanbase et que du coup elle pouvait pas tomber du ciel, et parce que Camille me l'avait très chaudement recommandé. Mais les 300 premières pages, j'arrivais pas à m'identifier à Ophélie, le personnage principal, parce que elle s'émerveille de rien, elle est toujours très c'est son personnage, elle est très renfermée, elle sourit pas, elle a donc pas... elle dirait que c'est une caillasse. C'est une caillasse, voilà, exactement. Et Thorne, c'est pareil, Thorne, son futur époux, il fait la gueule, il est jamais content. Tu comprends très très vite que ça va être une vraie histoire d'amour entre les deux, qu'ils vont apprendre à se connaître et apprendre à s'apprécier malgré leurs différences et qu'ils vont tomber amoureux. Mais au début, t'as envie de leur mettre des coups de pied au cul, c'est insupportable. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, ce que j'ai écrit globalement vers la fin. Le livre est très mal équilibré, je viens de lire une grosse centaine de pages passionnantes, mais pour y arriver, il a fallu passer par 300 pages pas mal ennuyantes. Mieux répartir les cliffhangers, les informations, les sensations fortes, etc. Mais le positif outrepasse le négatif. À ce stade de la lecture, il est facile de se convaincre que ça en valait la peine. Moi, à côté de ça, ça me dérange pas du tout d'avoir des vagues où ça va être très calme, où ça va être vraiment du descriptif, et d'un coup, il va y avoir plein d'intrigues et plein de choses à comprendre. Moi, ça me dérange pas que ce soit pas forcément réparti. C'est des temps, c'est un tempo aussi d'écriture et de lecture qui, moi, me gêne pas du tout. Comme tu dis, c'est dans les anneaux, même s'il faut pas comparer les œuvres parce que ça se compare pas. T'as quand même une bonne... Elle est chiée parce que j'arrête pas de comparer pour dire, par exemple, tu vois dans Harry Potter, c'est mieux défini, machin truc. Tu fais des comparaisons sur le... Je fais des comparaisons négatives, alors toi tu fais des comparaisons positives. Tu fais des comparaisons sur le fond, moi je fais des comparaisons sur la forme. Oh, je fais que des comparaisons sur la forme. Ah, d'accord. Tu mets quand même 300 pages à sortir de ma comté dans la fraternité de l'anneau, puisque ça a été... 300 pages, c'est rien. Ça fait... La saga fait près de 2000 pages. 300 pages pour une immersion, pour décrire un monde que tu ne connais pas, qui a des codes qui te font penser à des choses que tu connais, mais dans un univers que tu ne connais pas du tout. 300 pages, c'est pas énorme pour introduire une ambiance, des personnages, des premiers enjeux, des premières intrigues, parce qu'il y a quand même des premières intrigues dès le début. Le mariage en lui-même, déjà, est une intrigue, donc c'est pas rien. Une intrigue, oui et non, parce que tu sens qu'il faut que ça arrive, et aucun des deux n'a envie que ça arrive, et ils sont obligés par des puissances. Et franchement, moi je me disais, mais... Bah allez-y, faites la gueule entre vous, moi j'ai pas envie de m'impliquer là-dedans. Pas les livres où les gens font la gueule. Faut pas que ce soit que ça, faut qu'il y ait un peu de positif, faut qu'il y ait un peu de... C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le premier tome de la saga Les Enfants d'Aliel dont je vous parlais le mois dernier, c'est que le personnage principal est hyper positif et son petit frère est encore plus positif, ce qui permet de mettre ce positif en contraste. Et du coup, quand elle tombe sur des personnages plus négatifs, genre celle qui a le pouvoir du feu, le fait qu'elle fasse la gueule, c'est son truc à elle. Mais les personnages sont vraiment bien définis. C'est vraiment l'ambiance générale, moi, qui a fait que j'ai eu du mal à accrocher. Puis c'est vraiment des émotions sur tout le monde, parce que des émotions qui évoluent vachement, déjà par rapport au personnage, par rapport... Ophélie, au début, effectivement, tu te dis, bon, elle va évoluer, tu sens qu'elle va évoluer, mais... oui, parce qu'elle part vraiment de... Les premières impressions des personnages, tu sais pas trop comment t'attacher, est-ce que c'est des gentils, est-ce que c'est des méchants, enfin, basiquement, mais... Le premier tome fait aussi très... placement de personnages, c'est-à-dire... Pas tous, enfin oui, il y a ceux que tu vas retrouver... Ça c'est un petit défaut. Parce que ce que je dis sur le premier volume, ça reste vrai pour la saga, c'est-à-dire que les informations sont mal réparties. Enfin,
d'après moi. Après, ce qu'on n'a pas dit et ce qu'il faut savoir, c'est que moi je les ai lus une première fois en début d'année, je les ai dévorés en une semaine, j'ai bouffé les 4 et j'ai pas été capable de m'en sortir après le 4e. J'ai fait une dépression, j'ai sombré dans l'alcool, non, j'ai juste pas réussi à me sortir. Du coup, ça allait très vite parce qu'on est en février. Hein. C'est ça, je guéris très rapidement. J'ai juste pas réussi à me lancer dans une autre lecture, j'ai essayé, et je n'ai pas réussi. Et en fait, je me disais simplement, j'ai pas envie de sortir de cet univers-là, donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai relus parce qu'on aime ça. En prenant des notes. Voilà, en prenant des notes, en résumant chaque chapitre et en vraiment faisant attention à toutes les intrigues, et voilà, l'ensemble de la saga en elle-même, sachant que comme je connaissais la fin, finalement, j'avais des clés de compréhension autres et qui ont fait que la relecture était complètement différente. Logique, mais, non, mais voilà, des fois tu relis un truc en te disant bah oui, ça t'apporte rien de plus finalement de relire. Là, ça. Lisez-le et relisez-le. Il y a un énorme potentiel de relecture. Ah, mais oui. Alors, les illustrations sont quand même assez magnifiques. C'est les illustrations de Laurent Gapaillard, qui a un style vraiment magnifique. Et, c'est très très beau. Oui. Et ces bouquins sont vraiment très beaux dedans et dehors. Est-ce qu'on passe au tome 2, mon cœur ? On peut passer au tome 2. Très bien. Donc ça, c'était le tome 1. Combien tu lui mettrais, toi, au tome 1, si tu suivais ma notation ? S. Le deuxième, je mets SS. Tu peux pas t'en empêcher, hein, d'évoquer la Seconde Guerre mondiale, toujours. Donc le deuxième, les disparus du clair de lune. On est donc sur l'Arche du pôle, parce que ça, on sait que dans le premier, Ophélie, du coup, suit son futur époux sur le pôle. On reste sur le pôle, sur cette arche-là, où Ophélie intègre vraiment la cour de Farouk. Voilà, c'est ça, la cour de l'esprit de famille de cette arche-là, et va découvrir que c'est un monde assez véreux, plein de... C'est un peu un Cluedo. C'est ça, il y a une intrigue policière, il y a des disparitions, il faut élucider les disparitions. Il y a plein de mystères, il y a plein d'intrigues qui se mettent en place, qui se suivent, quoi. Ouais, moi je suis parti sur un A pour celui-là, parce que je m'étais dit, autant le premier, j'ai vraiment galéré à rentrer dedans, autant celui-là, j'avais déjà les personnages, j'avais les lieux, parce qu'on reste au pôle. Le premier, il se balade entre Anima et le pôle, c'est-à-dire on commence à Anima et ensuite on va au pôle. On découvre notamment la Citaciel, qui est une citadelle dans le ciel. C'est ça, une citadelle qui plane au-dessus du pôle. Donc l'essentiel se passe dans la Citaciel. Celui-là, pratiquement tout se passe dans la Citaciel, sauf erreur de ma part, parce que je l'ai lu il y a un petit moment maintenant. Et du coup, on rentre dans ces espèces d'intrigues de cours, ces espèces de un peu version Versailles, Versailles fantastique, quoi. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé dans celui-là, c'est que, contrairement aux 3 autres, dès le départ, il y a des intrigues, tu sais ce que sont les intrigues, et à la fin du roman, il y a une résolution de l'intrigue qui est hyper satisfaisante, qui aurait pu être mieux amenée, mais qui est bien amenée quand même. Il y a un gros développement aussi de la relation des personnages principaux. Entre Ophélie et Thorne, oui. Qui amène à te dire, bon allez, il faut savoir la suite, là, c'est... Enfin, moi, c'est vrai que je me suis tout de suite focalisée sur cette relation de personnages dans ma première lecture. Ça a été vraiment limite, des fois j'avais envie de sauter des chapitres pour envie de savoir qu'est-ce qui... Voilà. Dès qu'ils sont en interaction, les deux, ça... Ça, moi, c'est jamais arrivé parce que Christelle Davos a vraiment un style très plaisant, quoi. Ouais, mais moi, je cherche le spoil, moi. ça ne me dérange pas. Il y a une subtilité dans l'écriture de Christelle Davos que j'aime vraiment beaucoup, c'est elle joue beaucoup sur les doubles sens. Ça se voit dans les titres des chapitres. Les titres des chapitres sont vraiment très très bien... C'est con, parce que les titres des chapitres, tu te dis, oui, bon, c'est un titre de chapitre, qu'est-ce que tu veux que... Les titres des chapitres sont souvent très très bien trouvés, parce qu'ils ont souvent un double sens. Un des meilleurs chapitres de celui-ci, il s'appelle Le Vertige. Et très tôt, tu comprends que c'est parce que Thorne et Ophélie vont se retrouver au bord du gouffre, si vous voulez, qui sépare les arches, parce que les arches sont des îles qui volent dans le ciel. Elle va se retrouver au bord du gouffre, et du coup, elle a joué sur le fait que la personne qui devait la chaperonner a le vertige, et du coup, pourra pas... Et du coup, tu dis, ah d'accord, c'est pour ça qu'il s'appelle Le Vertige. Et tu te rends compte après que non, il s'appelle Le Vertige pour une autre raison. Et c'est très souvent ça. Les titres sont hyper bien trouvés, et je pense notamment à un autre passage où le fait de passer les miroirs, c'est pas juste un pouvoir à la X-Men, c'est lié à un état d'esprit qui fait que pour passer un miroir, il faut que tu puisses te reconnaître dans le miroir. Du coup, il y a toute la dimension psychologique de est-ce que tu reconnais cette personne qui est là en face de toi, et si oui, tu passeras sans problème, sinon... bah tu vas te cogner. Il y a plein de dimensions qui sont abordées, que ce soit effectivement l'aspect psychologique, on le retrouve beaucoup, et notamment dans le 4, on y reviendra, mais tout ce qui est historique, mais ça elle le dit elle-même, hein, l'auteur, qu'elle est très inspirée de l'histoire, elle est très nourrie de l'histoire d'une façon générale. C'est très prégnant dans le 3 et le 4. On sent l'influence de ça.
au niveau des noms, au niveau de la réflexion qu'il y a aussi derrière. Puis la dimension artistique aussi, mais ça c'est pareil, c'est plus dans le tome 4. Ouais, mieux. Je pense que Mus veut sortir, je vais faire sortir. Ah. Donc ça c'était le tome 2, je pense qu'on a fait le tour. T'as des choses à dire de plus sur le tome 2? Il faut le lire. Oui, ça c'est... je pense que enfin, en ce qui me concerne, c'est le meilleur de la saga parce qu'il y a une construction. Et mon cœur balance entre celui-là et le 4, moi. D'accord. Moi, mon cœur balance pas du tout. Ah oui, mais toi, t'es... Ouf. Ouais, déjà que t'es un cœur. Le tome 3, La mémoire de Babel. La mémoire de Babel qui se passe à Babel. Et ça se passe 2 ans plus tard. Ça se passe 3 ans plus tard. 2 ans, 7 mois... 2 ans et 7 mois, c'est ça. Plus tard, après la fin du tome 2. Donc, on retrouve toujours Ophélie, mais cette fois sur une autre arche, qui est l'arche de Babel. L'arche de la... Il y a un truc que j'ai oublié de dire sur le 2. À la fin, on a un antagoniste très clairement défini. Oui. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que quand ils étaient... l'intrigue bascule, en fait, on a résolu toutes les intrigues de la cour, plus ou moins. Ouais. On en découvre une nouvelle. En fait, c'est ça, à chaque fois qu'il y a une résolution dans cette saga-là, ça amène toujours un autre questionnement. Ou alors, la résolution résolutionne pas tout. Enfin, il y a toujours des trucs où on se dit « Ah ça, oui, ok, donc ça, en fait, c'est ça. Ah, mais alors ça, c'est quoi ?» Et du coup, Ce que je t'ai dit, c'est qu'elle arrive à gérer le suspense sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire à court terme, moyen terme et long terme. Et tu te mets à faire des lapsus, oh mon Dieu, vas-y, qui es-tu ? Le méchant fait des lapsus. Voilà. La mémoire de Babel, du coup, ça se passe à Babel, l'arche de la mémoire de l'humanité, là où Ophélie, va en apprendre davantage sur le monde dans lequel elle vit, finalement, et on va en apprendre aussi davantage sur l'histoire du monde dans lequel elle vit, pourquoi le monde est dans cet état-là, et qu'est-ce qui s'y passe exactement, qu'est-ce qui se trame derrière tout ça, qui la concerne de près de loin, voilà. C'est difficile à résumer sans spoiler. Je veux vraiment pas vous spoiler parce que c'est dommage. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'éléments que ce serait con de se les faire spoiler, quoi. Quand on aime découvrir, c'est voilà. Et alors moi quand j'ai été acheté, parce qu'on m'a offert le premier, le lendemain j'ai été acheté le 2, 3, 4 dans la foulée et en fait la vendeuse elle me dit, parce que je cherchais le 3 et le 4, elle m'a dit ah oui alors lisez bien le 3 avant de lire le 4. Oui, c'est un peu comme ça que j'ai prévu de le faire. Parce qu'en fait, le 4 est sorti là au mois de novembre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les lecteurs ont dû attendre à peu près 2 ans, je crois. C'est 2 ans. Avant d'avoir la fin de la saga. Parce que le 4, c'est la fin, c'est terminé, c'est un 4 tomes. Et elle me dit oui, parce que moi, quand le 4 est sorti, j'ai pas tout de suite relu le 3. J'aurais dû le relire quand même avant. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est que là, il y a eu... Ouais, là, vous pouvez finir la saga. Il n'y a pas eu d'attente, il n'y a pas eu... Voilà, c'était là... Voilà, vous pouvez tout lire d'un coup, donc faut vraiment... faire gaffe au spoil si vous êtes sensible au spoil, mais... Alors, personnellement, celui-là, j'ai été un peu déçu. Je lui ai mis un B quand même, parce que c'est un beau voyage, c'est une belle aventure, c'est une belle histoire, mais j'ai été déçu parce que, en lisant le 2, je me suis dit, ça y est, l'auteur a trouvé son rythme, elle a trouvé la façon de raconter les histoires, de gérer le suspense, et je me suis rendu compte qu'en fait, le 2 tient plus de l'exception que de la règle. C'est-à-dire, on est reparti sur beaucoup d'informations très vite et très... Autant dans le premier, c'est justifié qu'Ophélie soit perdue. Dans le 3... c'est justifié aussi parce qu'elle arrive dans une arche qu'elle connaît pas, mais le lecteur est perdu aussi. Et moi, j'aime pas ça être perdu. Non seulement dans une arche qu'elle connaît pas, mais en plus dans une arche qui est vraiment chargée de plein de choses à comprendre. Oui. Pour elle et pour nous, parce qu'elle n'avait jamais sorti d'anima, sauf avec le pôle, quoi. Mais là, c'est la bibliothèque géante, c'est la base de données du monde, c'est à Babel. Donc effectivement, c'est très développé, il y a plein de choses à y découvrir, il y a vraiment beaucoup de matière. Encore une fois, moi, ça m'a pas dérangé qu'il y ait de nouveau ce temps d'exposition et ces lenteurs dans la mise en place de l'ambiance, quoi, j'ai envie de dire, parce que c'est... Babel fait très Miyazaki. Il y a des nénuphars, il y a des automates, il y avait des flashs de... Je crois que c'est Nausicaa, où il y a des automates, où il y a des espèces de golems. Ouais, il y en a dans Nausicaa, il y en a dans le château dans le ciel, mais c'est vrai que du coup, le château dans le ciel est... oui. Là où je trouve qu'il y a vraiment une grosse inspiration Ghibli, c'est dans Broo, dans la façon de raconter les histoires, c'est-à-dire les clés sont livrées petit à petit. C'est-à-dire tu pars pas sur « Mus veut rentrer ». Dans une façon de raconter plus traditionnelle, t'aurais les clés relativement tôt et elles serviraient au fur et à mesure du roman. Là, t'as les clés au fur et à mesure, on te dit ce qui se peut et ce qui se peut pas au moment où on essaye de le faire. C'est difficile de pas spoiler, putain. Et du coup, moi, ça a fait que je suis pas rentré dedans parce que je me suis dit, si j'avais les règles, si j'avais les clés de cet univers, je pourrais être investi, quoi. Je pourrais me dire, quand un personnage meurt, il est mort. Quand un personnage disparaît, on sait où il disparaît, on sait pourquoi il disparaît. C'est pour ça que le 2 est très bien. C'est parce que
on sait ce qui arrive aux personnages, on sait qu'ils sont, quand ils disparaissent, ils sont en danger. Moi, j'ai aimé pas avoir les clés. Enfin, c'est vraiment le truc où je me dis, et c'est là la différence il va y avoir plein de trucs. On va avoir accès à ça à un moment donné. Accepte juste d'être perdu et de suivre, comme Ophélie. En fait, t'es logé à la même enseigne qu'Ophélie. T'as pas un point de vue qui te donne les clés en te disant, elle le sait pas, mais moi je vous le dis, c'est ça, machin bidule. T'es vraiment à sa place à elle, paumée dans une arche qu'elle connaît pas, avec des repères qu'il faut qu'elle mette, qu'elle mette en place. Elle est en train d'évoluer à fond dans le tome 3, elle a vraiment une progression de son personnage qui est assez importante. Et les fois où on retrouve Thorn, déjà dans le 2 et ça s'accentue dans le 3, c'est vraiment le cœur du roman. C'est pour ça que pour moi c'est plus un roman de... non, c'est plus un roman d'aventure, mais c'est quand même très largement un roman, une saga de romance ou d'amour, parce que le couple est vraiment le cœur du roman, ce qui fait que tu t'accroches, au même titre que Harry Potter par exemple est une saga d'initiation, c'est-à-dire ce qui fait que tu t'accroches, c'est que tu vois Harry, Ron et Hermione grandir ensemble et apprendre et devenir des hommes et une femme ensemble. Là c'est vraiment l'histoire la saga, c'est vraiment l'histoire d'un couple. Je suis pas entièrement d'accord avec toi, c'est pas que l'histoire d'un couple. Ah, c'est pas que, non, bien sûr que non, c'est pas que. C'est même, ça y fait beaucoup, la preuve c'est que dans ma première lecture, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à la romance. C'est comme si tu disais que Harry Potter n'est qu'une saga d'initiation, c'est totalement faux. Il y a la construction d'un monde, c'est surtout l'aventure. Il y a la magie aussi. Voilà, et les chouettes. C'est le bien contre le mal, tout ça. Mais fondamentalement, c'est une saga d'initiation. Que là, fondamentalement, c'est une saga d'amour. Le cœur du truc, c'est la relation entre Ophélie et Thorn. C'est pas tout, évidemment c'est pas tout, mais c'est le plus important. Moi je suis pas d'accord, mais c'est ta vision. Ouais. C'est ce qui fait que c'est intéressant d'échanger. Tu mettrais quoi comme note toi? Bah, je te dis à... Non, tu l'as pas dit, c'est pas grave. Si, tout à l'heure j'ai dit A plus S, A plus S. Ah oui, d'accord, voilà. Ok, très bien. J'ai aimé Lilien, je l'ai lu très vite celui-là, je l'ai vraiment dévoré. Et en même temps je le dévorais, en même temps je savais que c'était l'avant-dernier. Ah ouais, t'y allais à reculons. Hein. Le 4, j'ai mis vachement de temps. Le 4, je l'ai savouré. Tu l'as fait durer. Ouais. Mais c'est dans celui-là que le monde commence à s'agrandir. À s'agrandir et que les intrigues commencent à devenir vraiment plus profondes et plus... Tu sens que ça va être beaucoup plus dur à comprendre, quoi. Ouais. Ça va nécessiter un gros effort de démêlage pour... Et un gros dernier tome. Je sais pas si c'est pas mon préféré, L4. Il a été très vivement critiqué à tel point que l'auteur a eu quand même besoin de faire une pause actuellement depuis la sortie du 4. Après, il y a eu des réactions assez violentes aussi. Elle a une fanbase et les gens sont tarés, tout simplement. Mais il faut pas dire ça. Si, les gens sont cinglés. Quand ils adorent une saga, ils sont capables d'être de gros enfoirés parce qu'ils ont l'impression que la saga, la saga leur appartient. Il y a eu 2 ans, ça donne le temps d'avoir des attentes. La dernière saison de Game of Thrones, il y a eu 2 ans. En 2 ans, oui, voilà, et les gens, ces abrutis ont fait une pétition pour raconter. Non, les gens. Je suis pas d'accord. Les gens s'accaparent une saga. Mais c'est exactement comme Star Wars, c'est exactement comme quand t'as beaucoup d'attentes, une certaine partie du public se sent le droit de gueuler parce que la fin est pas celle qu'ils veulent. Le problème, c'est pas que tu sois déçu, moi je comprends. Le problème, c'est pas d'être déçu, pas déçu, c'est la façon dont ça a été exprimé. Exactement, c'est ça que je veux dire. Ah bah non, là t'es juste en train de dire que les gens sont cons parce qu'ils ont des attentes. Ah non, pas du tout. Non. Non, les gens sont cons parce que ils ont. Tu t'exprimes très mal. D'accord, bah oui, ça c'est pas nouveau. Les gens sont cons parce qu'ils ont pourri Crystal Davos parce que le roman convenait pas à leurs attentes. Moi, je vais vous le dire franchement, j'ai pas été déçu parce que au 3e tome, j'ai compris que la fin serait pas celle que j'ai envie. J'ai compris que la fin serait pas hyper satisfaisante pour moi, qu'il y aurait pas une résolution claire, que ce serait ouvert déjà. C'était sûr et certain que ça allait finir en fin ouverte. J'étais sûr et certain que toutes les questions trouveraient pas leur réponse. Un peu comme dans Lost. C'est-à-dire Lost, arrivé à un certain moment dans la série, tu te dis, il y a eu trop de questions, vous allez pas pouvoir donner une réponse. Parce que j'ai arrêté de compter les questions. Dans Lost et dans celui-là, je me suis dit, je sais plus. Je sais plus pourquoi je lis, donc vas-y, va. En fait, les questions. Va là où tu dois aller. Les questions, quand elles se posent, les questions, c'est au moment où Félix les pose. Encore une fois, on n'a pas les clés avant le personnage principal, on a vraiment les éléments de compréhension en même temps qu'elle, et on a la compréhension qu'elle a, elle, de ce qui se passe. Les questions qu'elle se pose, souvent, c'est les mêmes qui ont été déformées parce qu'elle a eu des éléments de compréhension et donc elle s'est dit « Ah non, en fait, c'est pas ça, c'est ça ». C'est des questions qui évoluent, c'est pas des questions multiples, c'est souvent la même question qui prend des formes différentes parce que les pistes sont... J'ai vraiment peur que ce soit irregardable comme vidéo parce qu'on nous entend parler de trucs extrêmement flous, extrêmement vagues.
Le message, c'est on veut pas vous spoiler, on va pas vous spoiler, parce qu'on a envie que vous le lisiez, on a envie que vous le découvriez. Après, si vous aimez des romans avec des grosses intrigues, des trucs assez complexes, parce que dans le cadre, c'est quand même assez complexe. Ghibli. Franchement, pour moi, la clé, c'est Ghibli. La saga a tout ce que j'apprécie pas et tout ce que j'apprécie dans les Ghibli. C'est même assez étonnant. Moi, j'adore les Ghibli, donc c'est vrai. Bah voilà, c'est ça. Ça peut jouer, effectivement. J'ai beaucoup aimé l'approche au niveau psychologique aussi dans ce tome 4. Il y a vraiment des passages où je me suis retrouvée professionnellement parce que je bosse dans la santé mentale, donc forcément il y a des choses qui m'évoquaient d'autres trucs. À Babel, il y a un institut pour comment ils appellent ça, les déviations, où globalement les gens qui sont pas comme nous sont enfermés pour être étudiés. Les gens qui présentent des anormalités, on va dire, des différences en tout cas, sont étudiés, voilà, il y a... Mais ça, c'est aussi un reflet... Enfin, il y a des reflets de plein de trucs. Ce que j'ai beaucoup aimé à Babel, c'est tout l'aspect cosmopolite du truc. Ouais. Parce que j'ai été très frustré qu'on n'aille pas visiter d'autres arches, qu'on n'aille pas connaître d'autres peuples avec d'autres pouvoirs. On a effectivement une sensation de trop peu sur le développement des autres arches, des autres pouvoirs. Et ça, je suis assez d'accord. Maintenant... Comme tu fais remarquer, et je pense aussi que ça va sans doute avoir lieu, à mon avis, on n'a pas Christelle Dabos n'a pas fini avec cet univers-là. Elle va probablement nous raconter d'autres histoires dans cet univers-là, ce serait vraiment chouette. Si jamais elle hésite, il faut le faire, parce qu'en plus, elle a vraiment une très bonne plume. Ça, c'est un truc qu'il faut que... Oui. Et elle a une écriture très subtile. Je suis pas descendu en dessous de B pour ma... Moi, tu sais pourquoi j'ai pas été déçu du tome 4? Tout simplement parce que j'imaginais pas de fin, parce que je voulais pas de fin. Je voulais pas que ça s'arrête. Du coup, la fin ouverte, c'est nickel. La fin ouverte, c'était nickel. Ça, c'est pas terminé. Pour moi, elle est pas si ouverte que... Bon, après, c'est un autre débat. Pour moi, elle est pas... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour moi, elle est pas ouverte non plus, parce que tu te doutes bien. Ben, ça dépend. Franchement, quand tu lis des retours, parce que... Alors après ma période découverte de la passe miroir, je me suis lancée dans des groupes Facebook, sur des pages Instagram. Il y a énormément de gens qui ont fait des fanfictions, des fanarts. C'est là le plug. Vas-y, il était là. Enfin, c'est là le plug. Tu n'es pas un plug toi-même, mais tu peux faire un plug. Il y a énormément de gens qui ont partagé cette passion-là. Comme par exemple. Mais je sais pas si je peux... Voilà, bon, de toute façon, si vous cherchez... Moi, ce qui m'a permis de prolonger vraiment mon expérience, de m'immerger... Immerger ? Oui, t'immerger. Quand tu rentres dans l'eau, c'est immerger. C'est en allant regarder des fanarts sur Instagram. Il y en a énormément, et il y en a des vraiment très très bons. Il y a toute la clique de l'écharpe qui regroupe plusieurs comptes Instagram. L'héroïne a une écharpe qui, du coup, se comporte plus ou moins comme un chat, vu qu'elle est animiste, elle donne le pouvoir d'animer les objets, mais les objets ont un caractère propre. Notamment cette écharpe qui se comporte beaucoup comme un chat, j'ai trouvé. C'est vrai, des similitudes de chat. Tous ces comptes Instagram, toutes ces fanfictions, après, derrière, je sais pas si on va faire de la pub pour les fanfictions, parce que je sais pas comment ça se présente au niveau... Bon, de toute façon, je crois que Christelle Dabos a été quand même assez proche aussi de toute cette base-là de fans. Je pense qu'elle aime beaucoup sa communauté. Ouais. Elle les remercie à chaque fois. Bah, même à mon avis, c'est pour ça qu'elle a vraiment mal vécu les mauvais retours. C'est parce qu'elle doit être très liée à sa communauté. Je sais, parce que moi, c'est à peu près pareil. Quand les retours sont mauvais, pour culture sur le véganisme, ça... le premier truc que tu fais, c'est pas de te dire oh, bordel de merde, qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est de te dire... Moi, ça m'a fait de la peine de voir que ça l'avait vraiment touché, et je me suis dit, mais c'est tellement pas juste. Ça m'a attristé. J'espère vraiment qu'elle arrivera à prendre pied et à reprendre le goût de se replonger là-dedans, quoi. Ce serait vraiment dommage que ça l'ait échaudé au point de moins faire derrière, de moins créer. Si d'aventure elle finissait par regarder cette vidéo, je encourage très très fort à continuer, parce que là, c'est bon, c'est très très bon ce qu'elle fait. Il y a une cohérence, c'est pour ça que je t'ai dit, le 4 il m'a pas déçu, même si je sais pas aller là où j'aurais voulu que ça aille, c'est parce que j'ai compris les romans que c'était, j'ai compris, c'est une vraie auteure, quoi, avec un vrai univers, avec un vrai... J'ai rarement été embarquée. Je suis pas une grosse bouffeuse de bouquins, mais quand ça m'arrive et quand je suis prise vraiment dans un univers, je les dévore, enfin c'est la boulimie de lecture. Et je les ai lus, je les ai relus, dans la foulée, quoi, c'est vraiment... Oui. sans me lasser, sans me dire à aucun moment, je me suis dit... Ouais, non, bon, en fait, non, j'ai vraiment été jusqu'au bout avec mon petit carnet à faire des trucs pour avoir vraiment toutes les clés, pour vraiment tout bien assimiler, parce que je voulais passer à côté de rien. Et c'est vrai qu'il y a le risque dans cette saga-là, si on fatigue un peu à un moment donné dans la lecture, si on décroche un peu, c'est de passer à côté de grosses clés de compréhension. Mais moi, j'aime bien quand c'est complexe, mais qu'en même temps, ce soit très cohérent.
Enfin, moi j'ai trouvé la cohérence tout de suite dans les explications. Et ce chat perd ses poils. Le truc, c'est pas tant mon problème, c'est pas tant la cohérence, c'est le fait qu'il y ait vraiment beaucoup de questions et que les réponses sont données au compte-gouttes et que du coup, au bout d'un moment, tu perds le fil des questions et tu te dis, c'est ça en fait, c'est perdre le fil des questions. Donc c'est vraiment avec ça que j'ai un problème, comme dans Lost. Lisez-le, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les intrigues, si vous aimez les romances aussi, un petit peu effectivement. Ghibli. Oui, si vous aimez Ghibli. D'ailleurs, on est le 1er février. Aujourd'hui, les films Ghibli sont dispo sur Netflix. Une partie des films Ghibli. Ça va la faire replonger, ça y est. Viens vers la lumière, chérie. Reviens vers nous. Mais oui, non, il faut lire La Passe Miroir. C'est une bonne saga. Une très bonne saga. Je vous la recommande, elle a un public. J'ai pas envie de trop insister sur le fait que ce soit une très bonne saga, parce que souvent quand on dit de quelque chose, oh c'est la meilleure saga du monde, les gens du coup ont des attentes. C'est pour ça que c'est bien qu'il y ait deux points de vue. Il y a celui de la grosse fan, on peut dire, grosse fan. C'est une saga que j'ai vraiment beaucoup aimée, voilà. Ouais. Sans dire c'est la meilleure saga de l'univers, parce qu'on peut pas dire c'est les meilleures. Moi, ce que je vais vous suggérer, c'est lisez le 1. Si vous accrochez pas aux 200 premières pages, poussez un petit peu. Si à la fin du 1, vous avez vraiment aucune curiosité, bon, bah mais à mon avis, si vous avez aucune curiosité, vous auriez laissé tomber. Moi, je vous conseillerais de vraiment pousser les 3 premières centaines de pages. C'est difficile, mais si à la fin du 1, vous avez aucune curiosité, vous vous dites pas, vous vous en foutez complètement de ce qui va arriver au personnage et l'univers, vous rentrez pas dedans, laissez tomber. Si vous êtes un peu curieux, lisez le 2. Si au 2, il n'y a pas eu d'étincelle, il n'y avait pas eu d'accroche, vous avez rien senti du tout, laissez tomber, c'est pas pour vous. Mais c'est très bon. N'hésitez pas à fouiller sur Instagram, je vais voir si on met les liens dans la description. Bon bah voilà, alors la personne que j'avais contactée qui fait des super fanarts sur Instagram de La Passe Miroir, à qui j'avais demandé l'autorisation de parler de sa page Instagram, m'a répondu que oui, pas de souci, et au contraire. Donc il s'agit de Camille Rusé, Camola Rusé sur Instagram. Voilà, elle fait des fanarts incroyablement juste au niveau des personnages, au niveau des intentions, tout ça. Ça a vraiment été une prolongation pour moi de mon expérience de La Passe Miroir. C'est toujours très agréable d'aller voir sa page et de regarder tous ces petits sketchs, voilà. C'est trop bien, il faut continuer à en faire plein tous les jours. Bon ben voilà, on a fait le tour. Oui. Je t'aime. Oui. Oui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires, comme ça on fera peut-être d'autres vidéos, d'autres fiches de lecture à deux. Mais je sais pas lire. Si ça t'a plu aussi d'ailleurs, chérie, parce que c'est peut-être... Faudra pas que je regarde la vidéo, parce que je vais dire « Ah non, c'est pas possible, j'ai une sale gueule pour ma voix... » Si ça vous a plu, j'essaierai de la retraîner de force dans les dans les coins lecture. Sinon, bah, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures, d'autres romans. Et encore une fois, un roman parle de l'un d'entre vous. Et je sais pas trop ce que je vais lire après. Tu veux lire Twilight? Moi j'ai adoré Twilight. J'ai déjà lu le tome 1 de Twilight que j'ai pas détesté. Il faudrait que j'ai même bien aimé, franchement. Mais j'en ai déjà parlé dans un ancien collecture. Merci à tous pour votre attention et pour votre fidélité. Et à très bientôt pour la suite. Bisous. Au revoir.